Avocat célèbre au barreau du Togo, Maître Éric Emmanuel Sosa est notre invité. Avec lui, nous allons parler du Tchad, l'éligibilité de Mahamat Déby Itno pour la présidentielle braque l'opposition. Nous allons également parler du Mali, le projet de la nouvelle constitution sur la table du président Assimi Goïta. Et puis en Ukraine, Zelensky appelle le G7 à créer un bouclier aérien au-dessus de Kiev. Maître, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. En pleine forme. Ça va. Allez, Mahamat Idriss Déby Itno a offert un nouveau départ à son pays 18 mois après avoir hérité du pouvoir après la mort de son père, le jeune général de 38 ans, a été officiellement investi lundi 10 octobre président de la transition du Tchad. Un simple changement de titre pour celui qui occupait Maître Éric Emmanuel Sosa jusqu'ici la fonction présidentielle ou bien du président du conseil militaire de la transition. C'est un simple changement de titre, effectivement. Rien n'a changé dans le fond, puisque aujourd'hui nous sommes quand même dans le cadre d'une transition qui a commencé depuis le décès d'Idriss Déby en avril 2021. Et à l'heure actuelle, le constat est tout à fait clair qu'il y a en préparation une succession dynastique parce que il n'y a apparemment aucune force capable de contrecarrer ce projet. Il était dans l'ère du temps que le président Déby renonce à Idriss Déby, Mahamat renonça à se présenter, mais tous ceux qui ont eu cet espoir sont aujourd'hui déçus et pour la plupart édifiés sur ce qu'est le projet véritable, c'est-à-dire une succession dynastique, et il sera le digne légataire de son père, qui lui a laissé un pouvoir et un régime. Alors, Maître, il parle déjà d'un gouvernement d'union nationale où on proposerait Succès Masra, le jeune leader des transformateurs. Ça va être peut-être un coup pour Mahamat Déby Itno. Écoutez, je pense que l'histoire nous a montré qu'à chaque fois qu'un opposant de la trempe de Succès Masra s'est rallié au pouvoir en période de transition, il s'est suicidé lui-même. Et donc, il se fera harakiri s'il accepte maintenant de rallier le gouvernement. Enfin, je ne dis pas de rallier le pouvoir, mais de rallier le gouvernement, parce que, connaissant un tout petit peu le personnage, je crois qu'il a à cœur aussi de défendre et son projet et son image politique. Il représente pour beaucoup de Tchadiens un espoir sérieux d'alternance. Et si au moment de cette transition, qui va être de courte durée, il fera quoi pendant cette transition qu'il ne fera pas en dehors des allées du pouvoir? Quel ministère lui permettra de réaliser quelques projets politiques différents de ce que M. Idriss Déby, Mahamat, proposera aux Tchadiens? Alors, s'il a des projets pour la transition, c'est lui qui s'est arrogé le titre de président du Comité national de transition. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout de sa logique. Laissons-le terminer la transition. Laissons, on va dire, tous les bénéfices de la transition égrenés sur la table. Et à ce moment-là, on verra ce que Succès Masra pourrait faire éventuellement dans le cadre des élections à venir. Mais il n'est pas souhaitable qu'à chaque fois, on stérilise une opposition en la ralliant au pouvoir pour mieux l'étouffer, vous voyez? Alors, Maître, comment vous voyez les décisions qui sont sorties de cette concertation nationale? Parce que la transition, finalement, passe de 18 mois à 2 ans, parce que les 18 mois, les deuxièmes 18 mois, si on peut le dire ainsi, étaient déjà programmés. Maintenant, on laisse les 18 mois, on parle de 2 ans. Après les 2 ans, il peut se représenter ou bien il peut se présenter aux élections à venir. C'est bien ce que j'ai toujours dit ici. C'est pas la durée des transitions qui est le problème. Vous voyez, la transition sous Rawlins, parce que c'est comme ça qu'il convenait de voir les choses, a duré 16 ans. Mais pendant ces 16 ans, le Ghana a enregistré des avancées inouïes
en matière de progrès démocratique, en matière de progrès économiques et sociaux, comme jamais ils n'ont espéré pouvoir en connaître un jour. Donc la question n'est pas de savoir si la transition va durer 3 mois, 6 ans ou 20 ans. La question principale est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette transition. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du passé table rase? Est-ce qu'on refait la refondation complète des acquis? Des acquis sociaux, démocratiques dans le pays. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on se précipite en obéissant à un mot d'ordre qui est souvent politique, qui est dicté par la communauté internationale, parce que souvent, c'est les organes communautaires, les instances communautaires qui imposent un délai à la transition. Il faut très vite revenir à l'ordre constitutionnel. On en est tous d'accord. Mais s'il faut aller très vite pour restituer le pouvoir à des civils qui vont créer les mêmes conditions que celles qui ont encore créé les alibis pour un coup d'État futur, ça a servi à quoi? Et de faire le coup d'État et de faire la transition. C'est pour ça que je dis, là, malheureusement, les assises nationales ont accouché de quelque chose de très décevant. Parce que ce que les gens attendaient, c'était que M. Déby dise « D'accord, je finirai la transition, je ferai tout pour qu'elle soit de qualité et je ne me présenterai pas. » Mais là, il est en train de dire, à peu près comme tous les scénarios qu'on a vécus en Afrique, à la suite de coups d'État, et les transitions d'un pays à l'autre montrent toujours le même visage. On fait la transition pour permettre à celui qui a le butin du coup d'État de pouvoir le conserver. Alors, le pouvoir n'est pas le butin d'un groupuscule qui, à bout de Kalachnikov, se l'accapare. C'est ça le vrai problème. Et là, aujourd'hui, je veux dire que c'est une transition qui est en train d'être dévoyée. Parce que tout se fait pour finalement aménager les conditions légales pour permettre à M. Déby de pouvoir légitimer un pouvoir qui lui est tombé dans les bras à la mort de son père. C'est un peu ça tout le problème. Donc ça va résoudre quoi? La réconciliation des Tchadiens, d'accord, bon, ok, on a fait rentrer les frères Erdimi, d'accord, mais est-ce que c'est pour les étouffer dans un confort tellement douillet que finalement ils n'ont plus aucune virulence contre le pouvoir et ses dérives? Non, et c'est la raison pour laquelle personnellement je ne souhaite pas à Succès Masra de se laisser complètement absorbé par un pouvoir qui va le stériliser. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, d'autres frères ennemis ne sont pas rentrés au pays. Je veux parler de ce puissant groupe, les FACT. Il y a aussi Wakitama qui a toujours manifesté, sans oublier les transformateurs. Eux tous disent que les résultats de cette rencontre sont déjà connus. Aujourd'hui, est-ce que vous leur donnez raison? Totalement. Oui, c'est bien ce que je disais en exorde de mon propos. C'est décevant. Parce que à la fin, la montagne a accouché d'une souris. On s'est assis pendant toutes ces heures pour débattre de choses et d'autres, mais pour au final dire, écoutez, restons tranquilles, aménageons les choses pour que le pouvoir reste au débit et à sa clique. C'est pas très satisfaisant. Au même moment, on voit une partie de l'opposition qui a participé à ce dialogue. On connaît celui qui a conduit le dialogue même, Saleh Kezabo, vous le connaissez, qui était un opposant au papa de Mahamat Déby. Absolument. Et tout cela arrange finalement la junte. Bien entendu, oui. Vous savez, il y a toujours, dans ce genre de situation, les opposants alibis. Je ne dis pas que pour être un opposant de qualité, il faut être borné et totalement... imperméable à tout progrès, à toute évolution dialectique de ses propres revendications, vous comprenez? Mais quand même, ici, on se rend bien compte que, oui, c'est quelque chose qui était tellement convenu, compassé, que ça n'a rien donné de fulgurant. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ait des propositions renversantes pour comprendre qu'effectivement quelque chose a bougé. Les lignes ont bougé. Ici, qu'est-ce qui a bougé dans les lignes? Rien, apparemment, rien.
Donc, bon, dire qu'on se réconcilie, mais en invitant uniquement ou en ayant autour de soi que la moitié de ses ennemis politiques du passé, ça me paraît pas réussir une conciliation. En tout cas, pour le moment, Succès Masra, lui, il dit qu'il va consulter sa base. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà dit oui à moitié? J'aimerais me tromper, mais personnellement, je dis, ce monsieur reste, pour moi, un espoir pour le peuple tchadien, honnêtement. Parce que des hommes politiques de son charisme, avec une telle qualité d'élaboration du projet sociopolitique qu'il porte, sont rares. Et ils sont rares au Tchad, et ils sont rares en Afrique en général. Et j'ai vu comment il est combatif et comment son discours est porteur. Mais ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est que ce n'est pas qu'un discours, c'est aussi et d'abord des idées. Des idées tout à fait novatrices et une conception de la politique qui me paraît tout à fait compatible avec l'idée que je me fais d'une démocratie apaisée. Et c'est la raison pour laquelle je pense que pour lui aller, chemin faisant, en cours de transition, s'embourber dans un schéma politique qui va le décrédibiliser n'est pas une chose heureuse. Au même moment, son pays étant en difficulté, ce projet, il peut le porter en dirigeant la primature. Non, mais en dirigeant la primature, à la fin, à la sortie, qu'est-ce qu'il aura encore? C'est-à-dire que, en fait, vous savez, il y a un ancien Premier ministre d'un pays dont je tairai le nom qui me disait, le jour où on vous a nommé Premier ministre, commence votre descente en enfer. Parce que, en fin de compte, après Premier ministre, qu'est-ce que vous aurez? Plus rien. Donc, si vous êtes opposant et que vous devenez Premier ministre, le Premier ministre, il a une espérance de vie de 24 heures renouvelable. Du jour au lendemain, on décide que vous ne l'êtes plus. Et vous faites quoi? Plus rien. Vous allez accéder à quoi d'autre? Rien d'autre. Alors, bon, vous voyez, après, on vous donne des strapontins pour vous soulager d'avoir été déçu de vos ambitions. Mais bon, c'est ce que vous allez avoir. Il n'y aura rien d'autre. Donc, il vaut mieux ne pas être Premier ministre quand on sait qu'il n'y a pas d'avenir possible. Voilà. Allez, on va quitter le Tchad pour le Mali. Le président de la transition de ce pays, le président Assimi Goïta, a reçu mardi le projet de la nouvelle constitution du pays. Et c'est finalement 4 mois après sa mise en place, au lieu de 2, que la commission chargée de l'élaboration de ce document s'est acquittée de sa tâche. Maître, est-ce que c'est un nouveau départ selon vous pour le Mali? Forcément, si le contenu du texte proposé enregistre une véritable refondation et que on constate que dans les fondements du nouveau pouvoir ou des nouveaux pouvoirs, il y a tous les mécanismes pour garantir une gouvernance d'abord apaisée qui permet de légitimer toutes les institutions qui forment le pouvoir, parce qu'en réalité, on a toujours tendance à croire... Pas du tout, je n'ai pas de doute. Ah non, j'ai horreur de pleurer avant d'avoir mal. Non, je veux voir d'abord de quoi il s'agit avant de porter une appréciation, une critique. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour l'instant, on a l'impression que en gros, ce n'est qu'une grossesse. Attendons qu'on accouche. Alors, ils l'ont dit, la remise du projet de la nouvelle constitution n'est qu'une étape du processus, car bientôt, seul le peuple souverain sera appelé à un référendum. C'est une étape propédeutique. Non, vous savez, ça c'est vraiment ça le marché de dupes auquel sont invitées les populations africaines avides de démocratie. Je vous explique le principe. Alors, à chaque fois, on va concocter un texte entre soi et pour soi, d'accord? Et on va dire, on recherche votre approbation. Et en fin de compte, on ne vous propose pas le choix entre plusieurs textes possibles. On vous propose le choix entre oui ou oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on a rarement vu des référendums se solder par des résultats négatifs. On fait le référendum pour que si 12% de la population l'approuve, on dise que c'est 12%, que le peuple a adopté par référendum le texte qu'on a proposé. D'abord, on n'a pas encore vu
la texture réelle du texte, et ensuite, bon, il n'y a pas eu de débat. Il faut que, en fait, on propose des textes qui soient soumis à débat d'abord. C'est à l'issue de ce débat, qui est finalement une analyse, on va dire, scientifique, d'abord, pas politique, scientifique. Quel est le bénéfice du bicaméralisme, par exemple, si jamais le texte proposait un bicaméralisme? Parce qu'on a des bicaméralismes de pur style et de mode dans nos pays, parce que la plupart des constitutions d'Afrique francophone sont de pâles copies de la constitution de la France sous la Ve République, la constitution de 1958 en France. C'est à peu près cela que nos constitutionnalistes éminents ont acclimaté, tropicalisé, plus ou moins assaisonné selon les circonstances et les contextes politiques des pays où on les a proposés. Et finalement, on a des textes qui sont totalement abâtardis. Vous voyez, et finalement, on ne sait pas exactement quelle est l'adhésion véritable des populations. Or, les Maliens me semblent proposer autre chose. J'espère que dans leur contenu, il y aura des apports sui generis, c'est-à-dire des choses qui seront le reflet d'une réflexion profonde, malio-malienne, qui va permettre de constater qu'on a tenu compte d'autres réalités et qu'on a justement créé, vous voyez, dans un élan novateur, quelque chose qui fasse que la constitution malienne à venir n'aura plus rien à voir avec les constitutions maliennes d'avant. La dernière, elle est de février 1992. Elle a eu 30 ans et il est tout à fait concevable qu'on change une constitution qui, pendant 30 ans, n'a finalement donné que des remous, des coups d'État et des régimes totalement instables. Instables au sens que ils n'ont pas été capables de secréter en leur sein les pouvoirs et les moyens de leur protection. Donc, vous savez, un régime bien, comment dire, ordonnancé dans une constitution qui n'arrive pas à éviter un coup d'État est un mauvais régime. Alors, maître, ce un manque mauvais de régime débat, politique. vous l'avez souligné, ce manque de débat, selon vous, cela cache quelque chose? Ah ben, en tout cas, ça n'augure rien de bon. Parce que, écoutez, je considère avec un respect total la personne du professeur Fousseni Samaké. Mais je dis, sa respectabilité, enfin, et son aura personnelle ne suffisent pas à garantir une bonne foi totale dans les attendus du texte qui vont être proposés. J'attends de lire, j'attends d'analyser et après on commentera. Mais pour l'instant, bon, je m'interdis de faire quelques commentaires que ce soit sur un texte qu'on n'a même pas encore lu. Alors, maître, selon vous, en ce moment précis de la vie de ce pays, est-ce que justement le Mali a besoin d'une nouvelle constitution? Probablement oui. Parce que, en tout cas, le Mali a besoin d'une nouvelle constitution qui lui permette d'avoir les antidotes au coup d'État. Oui, absolument. Et pas que le Mali. Tous les pays qui sont en proie au phénomène ou qui en sont menacés, le variant coup d'État actuellement, il fait des dégâts. Sous toutes leurs formes. Oui, sous toutes leurs formes, y compris sous la forme bureaucratique et à bout de stylo. Oui, absolument. C'est pas uniquement les coups d'État à bout de Kalachnikov qui sont contestables. Les autres aussi, les coups d'État qui permettent de s'octroyer des troisièmes mandats totalement irrévérencieux vis-à-vis du peuple qu'on prétend respecter et au nom duquel on prétend gouverner, me paraissent complètement contestables. Alors, selon vous, tous les Maliens vont se retrouver dans cette nouvelle constitution. C'est ce qui est important. Non, tous les Maliens ne vont pas s'y retrouver. Écoutez, non, monsieur, soyons d'accord. Toutes les constitutions du monde, aucune création humaine n'est exempte de critique. Non, vous pouvez faire les constitutions les mieux intentionnées du monde, vous trouverez toujours des gens pour les discuter, les contester parfois. Mais cela n'est pas grave, à condition que même la contestation ait un bien fondé et que le pourquoi de la contestation ait une pertinence. Vous voyez ?
Alors, maître, on va quitter donc le Mali pour l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses homologues du G7 à aider à la création d'un bouclier aérien en mesure d'arrêter les frappes russes qui s'abattent sur son pays qui se sont multipliées ces 2 jours. Maître, d'abord, les frappes, comment vous les voyez? Quelle analyse vous faites de ces dernières réactions du président russe? Non, alors, on parle de dernière réaction du président russe. Je parle d'un président qui est à la tête d'un État qui est en guerre avec un autre État. Donc à partir de ce moment-là, ne parlons pas de réaction du président russe. Parlons plutôt de riposte stratégique d'une armée qui a pour première mission de protéger un territoire. Donc quand l'armée russe réagit, c'est certainement avec l'approbation du président russe, mais c'est pas le président russe qui frappe. Il faut dépersonnaliser la chose, parce que dans ce combat, dans ce conflit ukrainien... après les frappes, on l'a vu à la télévision, il a parlé. Mais comme il se doit. Mais attendez, un chef d'État est un chef de guerre parfois, et quand le moment se présente, on a besoin qu'il s'exprime. Volodymyr Zelensky le fait tous les matins. Vladimir Poutine est plus avare de commentaires. Mais bon, quand Zelensky a tué un calamar, on en fait tout un plat. C'est carrément le succès assuré. Et quand il y a une riposte russe, on a l'impression que c'est un crime contre l'humanité. Mais non, mais cette guerre, vous voyez, met une lumière crue sur ce qu'est l'Occident conceptuel. C'est-à-dire, en fait, tout de ce que nous faisons est bon, tout ce que fait l'ennemi désigné est mauvais. Et on nous fait croire tous les matins que Monsieur Vladimir Poutine est un gibier de potence et qu'il faut à la limite le traîner avec des crocs de boucher devant la CPI, alors que de l'autre côté on est des saints. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand il y a des ripostes, ce sont des ripostes tout à fait concevables, normales. Et non, mais vous savez, je dis, à force de diaboliser Vladimir Poutine, on crée pour lui des sympathies. Parce que, bon, il ne peut pas avoir complètement tort, ce monsieur. À un moment donné, il faudrait qu'on donne un peu plus de place à la diplomatie. Il faudrait qu'on donne un peu plus de place au bon sens dans le débat. Parce que j'ai l'impression qu'on a une Europe et un OTAN complètement autistes qui considèrent que ce qu'ils ont décidé, eux, seuls, doit être le leitmotiv du monde entier. Alors, maître, parlant de diplomatie, est-ce que vous avez l'impression que l'Europe ne s'était pas déployée, même avant le début de la guerre? Mais elle s'est déployée en allant dire quoi? Mais écoutez, j'ai toujours dit qu'au début de cette guerre, il y avait quelque chose qui ressemblait à une provocation. Et que si j'étais à la place de Vladimir Poutine, je considérerais avec énormément de réprobation ce qui est en train d'être fait quasiment dans l'antichambre de ce que je considère comme étant l'intégrité territoriale. On ne peut pas... Vous savez, si vous êtes voisin de quelqu'un qui est musulman et que vous venez élever des cochons vraiment contre le mur mitoyen, vous commettez quelque chose qui pour lui est absolument insupportable. C'est pour ça que dans les rapports de bon voisinage, il faut savoir considérer aussi ce qui peut offenser votre voisin. C'est tout à fait naturel que quand je dis ne me faites pas ça, ne faites pas ça à autrui, ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Et tous les jours, Vladimir Poutine a dit non, les accords de Minsk doivent être respectés, et tous les jours il a trouvé devant lui des gens qui lui ont dit non, mais nous ne les respecterons pas. Voilà ce qui a été d'abord le casus belli. Ayons le courage de le dire d'abord. Si on avait respecté les accords de Minsk, on aurait fait l'économie de cette guerre. Alors ceux qui sont responsables du non-respect de cet accord sont les premiers boutefeux, et ces boutefeux ont un nom. Monsieur Joe Biden, à l'époque Boris Johnson, et Monsieur Macron. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, maître, sur le terrain, on parle d'avancée des troupes ukrainiennes. Est-ce que vous pensez que c'est cette nouvelle méthode, si on peut le dire, ou bien stratégie, j'allais dire, de Poutine va pouvoir l'aider à gagner la guerre? Alors, vous Parce savez, que c'est une banqueroute, si on peut le dire aujourd'hui. Il y a des choses dans lesquelles je suis qualifié, dont je sais parler, et il y a des choses dont je ne
je préfère ne pas faire le commentaire parce que je n'ai aucune compétence en matière de stratégie militaire. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que bon, pour l'instant, c'est l'Ukraine qui est occupée, enfin une partie du territoire ukrainien qui est occupée, mais pas encore quelques parties du territoire russe. Donc bon, que les Ukrainiens récupèrent par arpent des parts de leur territoire occupées par l'armée russe, ça me paraît souhaitable, parce que bon, après tout, c'est ce pourquoi les armées sont faites. S'ils enrichissent des succès, pourquoi pas, mais il faut savoir terminer une guerre, et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Alors, est-ce que, selon vous, Volodymyr Zelensky sera écouté par le G7? Mais il n'y a que des amis, il n'y a que des parrains. Ben forcément, ils vont l'écouter. Parce qu'ils font la guerre par Zelensky interposé. Donc, bon, oui, Zelensky, c'est un peu le toutou de l'OTAN. À chaque fois, c'est lui qui donne les coups de corne quand on a agité le chiffon rouge. Non, le spectacle qui est proposé est assez affligeant. Je ne voyais pas le monde évoluer comme ça, mais bon, maintenant nous sommes dans une situation de guerre qui a des conséquences économiques accablantes pour pas seulement l'Europe, avec des répercussions sur le reste du monde, l'Afrique en particulier, continent qui met le plus cher, et nous sommes les dégâts collatéraux de cette guerre à laquelle nous ne participons pas. Loukachenko, le chouchou sans doute de la Russie, comment, pour terminer, vous jugez son intervention? Parce qu'il a dit officiellement il peut rentrer maintenant dans la guerre. Il y a une alliance idéologique probable entre Loukachenko et Vladimir Poutine. Et Loukachenko doit son maintien au pouvoir au soutien actif de Vladimir Poutine. À mon avis, le renvoi d'ascenseur est bonne pratique en politique. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un célèbre avocat au barreau du Togo. Infini merci à vous. On va marquer la pause pour le journal. Derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.